Bonjour, donc on va vous présenter l'axe 7, donc le dernier axe. Et juste voilà, j'ai le sentiment qu'on a rencontré les mêmes interrogations, les mêmes choses que sur les autres axes, où je trouve qu'il y a eu des choses transversales, et que le sentiment que des choses qui ont été discutées dans les autres axes reviennent aussi sur notre thématique. Donc nous, il y a eu 5 temps d'échange sur l'axe 7. Sans entrer dans le détail, c'était des formes très différentes. On a eu une seule session où il y avait des communications. Tous les autres étaient sous des formes d'ateliers, plutôt, avec des formes diverses et variées, ce qui nous a posé un peu, nous, la question de qu'est-ce qu'on trouve comme axe central, comme fil rouge. Et donc c'est Benoît qui va vous présenter ce qu'on en a tiré. Et juste pour vous dire que on a eu plein d'échanges et ça nous a bien conforté dans l'idée que ces temps d'échange, ces temps de construction, ils étaient nécessaires, aussi bien entre nouvellement formés qu'entre expérimentés, mais aussi des choses plus transversales entre les ergonomes services de santé au travail et les collaborations qu'ils peuvent avoir avec des ergonomes consultants. Et que vraiment tous ces temps, ils font la richesse et qui sont nécessaires à notre métier. Et là, maintenant, j'invite les personnes de Jeunes Pratiques en Réflexion qui vont venir vous présenter le dispositif qu'ils ont mis en place avec une petite vidéo. Bonjour à tous, merci d'être encore présents. Une minute, pas plus, pour vous dire, avant de vous montrer une petite séquence vidéo, qu'on a fait le choix justement de restituer vraiment un échantillon qui va durer moins de 10 minutes, de plus de 4h30 d'échanges entre près d'une cinquantaine de praticiens, expérimentés et moins expérimentés, organisés par la commission Jeunes Pratiques en Réflexion. Alors, en deux mots, enfin du coup en trois, la commission Jeunes Pratiques en Réflexion, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est depuis 5 ans une émanation de la SELF, qu'on remercie par ailleurs, qui est construite par et pour les jeunes praticiens de tous les âges. Depuis 2015, c'est plus de 10 journées qui ont montré que l'échange sur la pratique entre jeunes praticiens était nécessaire. Certains pourront en témoigner, à leur construction, mais pas forcément suffisant. Et d'ailleurs, pour ce congrès, on a justement proposé d'ouvrir à tous ces échanges sur la pratique, donc à expérimenter, moins expérimenter. Et donc on remercie l'organisation de la SELF, Arnaud et Thierry, et puis la SELF en tant que telle, d'avoir permis cette action. Alors, comme toute action, et c'est un peu notre métier d'ergonome, je pense, et on le pense, ce message est porté par l'ensemble des collègues de la commission Jeunes Pratiques, dont une partie est ici. C'est évidemment imparfait, c'est source de plaisir, de beaucoup de plaisir, mais aussi de frustration, d'insatisfaction. Dans tous les cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'expérimentation qu'on a pu mener là, pendant ces 2 jours, c'est que ça a montré la nécessité d'échanger sur la pratique, pas que dans un entre-soi entre jeunes praticiens, mais aussi avec les expérimentés, et on pense que c'est aussi l'inverse, que ce mouvement-là d'échange sur la pratique était important. Alors juste sur le cadre des échanges, et je vais bientôt m'arrêter, tous ces échanges ont commencé par un récit d'intervention porté par un jeune praticien, préparé au préalable, et ensuite on a pu tisser des liens avec des éléments un peu plus de prise de hauteur à partir d'un récit concret d'intervention. Donc ce qu'on va vous montrer sur l'échantillon, c'est l'échantillon d'un atelier sur les 3 qui ont eu lieu. Les 2 autres films qui vont traduire le résumé de ces ateliers seront publiés en ligne d'ici la fin de l'année. On s'en engage. Vous le verrez du coup sur ces échanges, ils ont porté sur une thématique en particulier. Il y en a des centaines des thématiques sur lesquelles on peut réfléchir. Mais en tout cas, là, on en a choisi une, mais qui est plutôt un alibi, cette thématique. L'idée, c'est pas forcément d'échanger sur cette thématique en particulier, mais plus sur le fait de montrer que ces échanges-là, ce cadre-là, d'échange sur la pratique, permet cette prise de hauteur et puis ce lien-là qu'on peut avoir entre praticiens. Bon, en tout cas, on s'arrête là, on va vous montrer cette vidéo, et on tient vraiment à remercier l'ensemble des participants qui ont vraiment mis du corps et de l'esprit dans ces ateliers d'échange. Merci aussi à Alexis qui a rejoint la commission aujourd'hui et qui a réalisé ce montage jusqu'à 4h30 cette nuit. Alors Julie, on va te laisser la main, tu nous as fait du coup pour ce récit dans une clinique
service nucléaire, médecine nucléaire. Donc, je suis ergonome en service de santé du travail. Et le médecin me dit le service de médecine nucléaire va être entièrement refait. Les plans archives sont déjà définis. Le cadre indiqué le regard d'un ergonome proposer une installation optimale avant la création des locaux afin d'optimiser au mieux le poste de travail. Bien d'être débattu en milieu, est-ce que chez certains d'entre vous, ça fait écho avec des questionnements ou si on prend un peu plus de hauteur dans la réflexion sur une thématique particulière qui vous raccroche au niveau du métier d'ergonome? Alors ça m'a fait poser des questions vraiment super sur ce sujet, et je te remercie parce que le cours d'ARS, c'est ça. C'est quand je remonte les termes, sur la question des affects de l'ergonome en situation. Quand tu dis une intervention ratée, ou le fait que ce soit arrivé d'arriver à un moment où il y a des planches, tu dois rater d'un côté des valeurs très j'affecte positif, progressif, il y a des choses qui sont assez négatives. Je me suis dit, j'essaie d'avoir la lecture de ce qui permettait de dire ça, et une intervention ratée, ça veut dire qu'il y a des critères qui sont propres, il y a de la pratique qui n'ont pas été acceptés. On a toujours l'impression que jamais finalement ne sert à rien, et pourtant il sert à beaucoup, quoi. C'est ce que tu disais un petit peu, les mots, puisque j'ai juste fait en sorte que là ça soit plus grand. Oui, mais c'est beaucoup, parce que tu as créé un espace de travail, une convivialité, une collaboration, qui va favoriser une activité collective et une activité plus sereine, qui a la qualité de vie. Effectivement, la frustration qu'on peut avoir, parce que quand on commence à tirer un fil, il y en a un deuxième qui arrive derrière, puis un troisième, puis un quatrième. Moi, ce qui m'intéresse, c'est. Je suis provocateur, mais quel est. Où s'arrête le job de l'ergonome? Est-ce qu'il s'arrête à la restitution? Est-ce qu'il est en phase d'accompagnement des travaux? Est-ce qu'il est sur le retour d'expérience, 6 mois là sur le projet? Quelle est la position, la posture de l'ergonome? Est-ce qu'on est là, selon l'analyse de la demande, pour faire un modèle pour avoir un tampon de l'ergonome? Est-ce qu'on est là pour semer simplement une petite graine à l'institution? Écoutez, voilà ce que peut vous apporter l'ergonomie, voilà ce qu'on peut donner comme élément. Donc, cet atelier m'a intéressé parce que on est jeunes des ergonomes, et qu'est-ce qu'on veut faire de l'ergonomie de demain? J'ai un questionnement par rapport au rôle de l'ergonome, par rapport au cadre de l'intervention, c'est-à-dire est-ce qu'un ergonome interne qui a vu sur ses actions un mouvement très lourd et qui peut suivre pistes de transformation, ce qui va utiliser, etc., a un rôle différent de quelqu'un qui travaille en SST et qui a une intervention relativement avec une temporalité courte et qui ne peut pas avoir les mêmes aboutissants, enfin, les mêmes suites. Qui est le porteur des transformations? Est-ce que c'est le rôle de l'ergonome de porter ça, ou c'est le fait le rôle de l'ergonome de veiller à ce que le cadre permette à ce que les futurs travailleurs puissent le porter dans un cadre de son légitime? Alors que souvent, les nouvelles dominances, il y en a qui pensent, il y en a qui réalisent le mieux, pareil dans la construction. On ne fait rien, on veut être en rêve avec les jeunes. Et en fait, ce travail, cette frustration méthodologique, mais je trouve qu'elle est extrêmement saine, parce qu'on soit débutant, ensuite on acquiert au fur et à mesure, disons, une certaine philosophie, cette frustration, même quand on est très expérimenté, elle est toujours constructive. Toujours constructive. C'est vrai qu'elle n'est jamais satisfaisante. Souvent, c'est une bonne fermée, et on ne comprend pas pourquoi le milieu dans lequel on a fait quelque chose ne répond pas comme il faudrait. Alors, on se rend compte, et je l'ai retenu dans ce que vous avez dit, quelque part, vous avez semé quelque chose, et c'est en train de germer. Là, par rapport au débat qui est en train de se dérouler, on peut tous être d'accord peut-être pour se dire que la thématique est en train de nous rapprocher en termes de réflexion et on peut peut-être chacun apporter une pierre à essayer d'assister une forme de réflexion dans cette co-construction, c'est la qualité de l'intervention et l'intervention de qualité. Alors, le principe pour la réussite, c'est quelque chose quand on a réussi à mettre en mouvement un système et que les gens, finalement, ont réussi à se re-questionner par rapport à leur propre position, par rapport au rôle qu'ils ont dans ce système. On est arrivé à la fin de la chose dans le stade 2, et en fait, on s'est dit, on a dit ce qu'on a fait, on a servi, et du coup, de débattre et d'en discuter, et je me dis qu'en fait, peut-être que juste de lui avoir permis de construire sa réflexion et de lui permettre de la donner une carte
pour aller plus loin plus tard, quelque chose qu'on ne verra pas, au final, je me dis peut-être que ces interventions n'ont pas changé de bien, mais au final, on a construit quelque chose qui va évoluer encore. Ce que ça montre, c'est le travail à la conformité là, c'est que ces critères de qualité qui se construisent au travers du temps, ils évoluent. Si je prends les débuts de ma pratique et puis maintenant là où j'en suis, je n'ai pas les mêmes choses derrière ce que j'attends en tant que formation. Moi, au tout début, un des critères de qualité que j'avais, alors je pense parce que je réfléchis en cours de la formation, c'est un peu roulant, mais je pense qu'il y avait quelque chose du type faire ressortir le maximum que je pouvais de l'activité humaine que je pouvais observer. Essayer de passer à côté et essayer de faire remonter le plus de choses. Et à mesure que ma pratique évolue, je me rends compte que de toute façon, c'est une ressource moléculaire pratique. Une intervention parmi tant d'autres sur lesquelles je me pose plein de questions de maths, je fais bien mon travail, parce que là, j'ai vraiment l'impression de ramer, de faire n'importe quoi, et la question de l'exhaustivité, c'est un peu beaucoup. Et donc, ça m'aide à me dire, voilà, peut-être que je vais cibler sur une petite partie, sachant que de toute façon, je ne vais jamais être exhaustive. Mais tant que voilà, j'ai réussi à. Parce qu'on a beaucoup parlé de transformer des acteurs, c'est eux qui vont rester dans l'entreprise. Le rapport avec l'intervention, quel est notre rôle? Est-ce que notre rôle est plutôt sur l'exhaustivité? À partir du modèle qu'on a eu aussi, qu'on a été formé, il y a une justification de rendre compte de l'activité humaine, parce que c'est important, et que ça, il faut absolument s'en en faire, on ne peut pas passer à côté. Et puis, la question de comment, qui est notre question, à mon avis, pas celle de l'exhaustivité, mais de celle de qu'est-ce qu'on en fait ça, pour que ce soit à la fois un objet et un produit du développement des organisations. Aujourd'hui, ce qui était une vérité aujourd'hui, demain, la même. Donc, en termes de temporalité, semer une graine avec les acteurs avec qui on a travaillé sur la demande, une fois sur deux, ce n'est pas les mêmes acteurs qu'on a lors de la transformation. À vous entendre, d'une part, il y a comment former finalement au métier dans une période de métier, une période, je pense que ça pourrait être le cas, mais dans un métier qui est toujours en évolution. Donc, comment la formation vient se saisir de ces évolutions pour former les algorithmes de demain, et puis au-delà de ça, c'est comment, puisque les critères de qualité vont tout le temps évoluer, les thématiques d'intervention, les champs d'intervention vont toujours évoluer, donc c'est comment non pas former à faire des interventions telles qu'on les fait aujourd'hui, mais former à faire différemment et à apprendre différemment, et du coup à générer des critères de qualité dans le temps qui soient évolutifs. Qui peut énormément nous aider dans nos interventions, dans nos réflexions, dans nos échecs, dans nos frustrations et dans nos réussites. Je vais terminer par nos réussites. C'est effectivement que l'on passe à la vitesse supérieure pour dialoguer ensemble, comme on est en train de le faire dans ce groupe, et comme on le fait également à l'intérieur des associations. À quel autre monde on peut contribuer et quel est cet autre monde-là? Il y a aussi, du coup, et je vais découvrir ce que tu disais, il y a aussi pour moi quel dispositif on met en place pour pouvoir le questionner et le construire. Et je pense que là, ce qui est mis en place là, c'est une expérimentation, c'est quelque chose qui essaie en fait, de contribuer à la création de nouveaux types de dispositifs pour penser ce monde de demain. Merci pour ce film et ce montage de nuit. Le résultat est au rendez-vous, surtout en si peu de temps. Pour la suite, on a réalisé quelques diapos qui vont alimenter les échanges qui suivront. Pour résumer un peu, en gros, on s'est vus tous les 5 hier soir aussi, avec du vin, des cacahuètes pour aider à réfléchir. Et on a essayé de ressortir un peu, à partir de ce qu'on avait vu, entendu pendant les différents ateliers, assez divers d'ailleurs, des questions transversales, des points saillants, des choses où on s'est dit, tiens, ça faudrait le mettre en discussion. Ça donne les quelques diapos qui vont suivre. Déjà, on s'est dit, en repartant du titre du séminaire, du congrès, comment contribuer à un autre monde. On s'est dit, tiens, c'est quoi finalement ce monde? Et on s'est dit, tiens, il n'y a peut-être pas un monde, mais des mondes. Et on en a identifié au moins 3 qu'on voulait vous présenter. Le premier,
c'est le monde le plus proche de nous, notre monde à chacun, qu'on a appelé mon monde, ma formation, mes compétences, mes centres d'intérêt, mes valeurs, mes convictions. C'est le premier monde, le nôtre, celui sur lequel on peut agir, on peut se former, etc. Il évolue évidemment avec la carrière, avec l'âge, etc. Le deuxième monde qu'on a identifié, c'est le monde des ergonomes, celui dans lequel on travaille, les confrères, le groupe professionnel et ses segments, on reviendra sur cette notion-là de sociologie, qui lui-même est imbriqué comme des poupées russes dans un monde encore plus large, peut-être celui qui est évoqué dans le titre, qu'on a appelé le reste du monde. Autrement dit, ces acteurs, ces enjeux, ces projets, les champs de développement pour l'ergonomie, etc. Et l'idée, avec les différents focus, c'est de se dire comment les aspérités entre ces mondes sont intéressantes, justement pour agir dans ces différents mondes. L'autre diapo qu'on vous propose, c'est justement sur ces sujets de segments. C'est un terme intéressant qui a été justement exposé pendant l'un des ateliers, l'une des communications, mais qui finalement est aussi une composante d'un grand tout. Juste comme ça pour le contexte, on le sait à peu près, depuis notamment le recensement de 2015 organisé par Orm, on était, a priori, je dis on, mais j'étais pas né, en 72, environ 40 ergonomes. Dans les années 90, environ 300 ergonomes. Et au recensement des ergonomes 2015, 2129 ergonomes recensés, mais qu'on peut arrondir à au moins 3000 parce qu'évidemment, certains n'ont pas effectué le recensement. Donc, on est de plus en plus. Mais qui dit de plus en plus, dit de plus en plus de diversité aussi, dans les pratiques, dans les idées, les convictions, les méthodes, etc. Donc là aussi, il y a un sujet d'harmonisation, au moins de discussion autour de ça. Toujours sur le même sujet, dans le côté justement segment et grand tout, forcément, plus on est, comme je le disais, plus il y a une parcellisation qui est possible. Cette parcellisation, on peut la retrouver sur plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'il y a évidemment de plus en plus de formations en ergonomie de l'activité. Il y a aussi, on a parlé des formations qui affichent ergonomie. Est-ce qu'il y en a vraiment dedans? La question peut se poser. Et des parcours différents. Chacun arrive à un instant T en formation. Certains ont eu d'autres carrières avant, d'autres parcours, etc. Donc de la diversité. Les statuts d'emploi, et là on est vraiment sur l'aspect segment professionnel, consultant, ergonome interne, ergonome en SST, en organisme de prévention, ANACT, ARACT, etc., en centre de gestion, les professeurs-chercheurs, l'enseignement, la recherche, les doctorants, etc. Ça crée aussi des profils, des segments qui composent ce grand tout. Autre source aussi de variabilité, les associations qui sont construites progressivement, il y en a de plus en plus. Certaines sont professionnelles, des CAP pour les internes, la FIS pour les SST, etc. D'autres géographiques, locales, d'autres sur des thématiques bien précises, d'autres qui sont on l'a eu aussi dans l'axe, des formations liées à une université, des anciens étudiants, des réseaux, etc. Et on a même des associations, des agglomérats d'associations comme Orm, qui essayent de créer un peu des actions communes. C'est pas simple, mais ça existe. Donc là aussi, la diversité. Autre élément, les champs thématiques des secteurs, les conditions de travail, les ergonomes du produit, qui a priori on voit un peu moins au congrès de la SELF, les nouveaux axes aussi, tout le lien avec le UX design, etc. C'est de plus en plus d'axes qui se divisent comme ça et qui augmentent la diversité. Et enfin, des supports aussi qui se multiplient, des vidéos récemment pour promouvoir l'ergonomie, la bande dessinée que vous avez pu voir au-dessus, les sites web, quand on tape ergonomie sur Internet, on a de plus en plus de choses. Donc ça aussi, il y a une notion de cohérence et d'interrogation à avoir sur cette cohérence. Autre élément, donc une histoire, ça aussi c'est ressorti, écrite et qui s'écrit, parce que l'ergonomie, même si on peut dire qu'elle est jeune, elle a quand même un lourd passé, entre guillemets, qui s'est construit progressivement, une histoire qui existe, ce qu'on a appelé un héritage professionnel. Et quand on arrive, et notamment pour les jeunes ergos qui rentrent dans ce monde professionnel, il y a tout ce bagage à connaître, toute cette histoire, parfois des choses qu'on ne comprend pas, etc. Et en même temps, on est tourné vers l'avenir, les perspectives professionnelles, le marché de l'emploi, parce que c'est une réalité aussi, les nouveaux secteurs, les nouvelles technologies, etc. Et comment l'ergonomie peut se greffer à tout ça. Donc ce paradoxe entre, oui, ma discipline, mon métier a un passé, mais je suis tourné vers l'avenir et orienté vers l'emploi qu'il propose, c'est aussi une des questions qui a été soulevée dans cet axe et qu'on vous propose de discuter. De la même manière, le sujet entre jeunes ergonomes et ergonomes, pas vieux, mais en tout cas plus expérimentés, s'est posé. Donc là, on a en caricature Kevin et Michel,
S'il y en a dans la salle, je suis désolé. C'est donc juste pour symboliser le fait que chacun d'entre eux, évidemment, Kevin, qui est plutôt un jeune ergonome, se dit « je suis jeune ergo, je rentre dans ce nouveau monde et j'aimerais trouver ma place, faire mes armes, voilà, essayer d'être épaulé, j'ai envie de travailler dans tel secteur, mais c'est difficile d'y pénétrer, etc. » Et en face, Michel, lui, est là depuis un peu plus longtemps. Il est ergo expérimenté, il connaît très bien ce monde puisqu'il y est depuis des années. Et à l'inverse, lui, il est en capacité de transmettre, d'accompagner, etc. Donc toute cette question, elle a été soulevée dans l'axe 7 et on aimerait aussi en discuter avec vous. C'est comment on accompagne les premiers pas des jeunes ergonomes. Ça démarre à la fac, mais il y a aussi ce grand saut dans le vide après le diplôme. Qu'est-ce qui peut être structuré ? Par exemple, on a discuté avec les associations notamment d'Atom Ergo qui s'est mis en place, qui a essayé de créer des parrainages entre expérimentés et jeunes diplômés. Ça a tenu un petit peu, c'était quelque chose de très bien, mais ce n'était pas institutionnalisé. Et en ce moment, il y a moins d'activités autour de ça. Mais il y a des choses qui existent, il y a des idées. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on pérennise pour aller plus loin ? Et enfin, donc dernière diapo, pour revenir un peu sur le thème aussi du monde un peu plus large, comment agir sur le reste du monde, si on considère que le monde des ergos peut agir dessus, et comment passer de comment contribuer à une autre chaise à comment contribuer à un autre monde. Et là aussi, le chemin, vous le connaissez, il n'est pas simple. On parlait des médias, on peut valoriser tout ce qu'on fait. Après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire ? Comment on peut créer des synergies un peu plus puissantes pour être plus visible et valoriser ce qu'on est capable de faire ? Donc ça nous amène à 4 ou 5 questions pour la fin. Donc on a remis un peu le schéma. Les questions qu'on peut vous poser pour aider à alimenter les échanges. La première, c'est comment former, transmettre et accompagner les premiers pas des ergonomes. La seconde, c'est comment se positionner entre la discipline, le métier et les pratiques. La troisième, quelle organisation pour les espaces d'échange, de construction et quels besoins. Et enfin, en quoi tout ça peut contribuer à changer le reste du monde. Voilà, à vous dans le public, merci beaucoup. C'est vrai que les moments comme le congrès de la Selve sont très productifs pour se mettre à jour, se rencontrer, etc. Peut-être qu'un outil qui serait peut-être plus complet qu'Ergolist, en ligne, pour communiquer de façon plus continue, serait bienvenu. Enfin, voilà, c'est une proposition très, très vague, j'en conviens, mais que je fais quand même. Alors, Mathilde Deham, de Perspective Ergo. Du coup, ça fait un deuxième sujet avec Ergolist. Alors, moi qui viens de formation médicale au tout départ, avant l'ergonomie, cette formation, elle avait des sacrés défauts, elle en a beaucoup, mais par contre, elle avait une super qualité, c'était quand même la partie un peu compagnonnage, parce que systématiquement, on est forcément, c'est pendant les études aussi, pas après, mais on est positionné forcément dans des structures continuellement avec des seniors, toujours avec, plus ou moins de capacité de formation de ces seniors, mais c'est institutionnalisé. Et c'est vrai que quand je suis passée dans le monde de l'ergonomie, c'est vrai que c'est exactement ça. Le saut dans le vide après le diplôme, c'était... Je me sentais un petit bateau qui voguait tout seul. Voilà. Et je me suis dit, effectivement, il manque cet aspect de tutorat. Je trouve que ça serait vraiment utile. Après, comment le mettre en œuvre, voilà, c'est autre chose. Mais ça me paraîtrait logique de pouvoir avoir ça. Après, sur Ergolist, ça tombe bien, je suis une des modératrices, pas propriétaire, mais une modératrice. C'est vrai que je me disais que ça aurait peut-être pu être bien que ce soit peut-être un forum ou quelque chose où, du coup, on ait les traces qui restent longtemps, plutôt que les mails où, c'est perdu dans les mails après quand on recherche quelque chose. Mais voilà, ça peut être un des formats ou d'autres. Mais... Et puis, tant que j'y suis, parce que ça me chipote un peu, souvent sur Ergolist, les gens sont vite sabrés quand ils disent des trucs que, pas académiques, pas prévus, trop jeunes. Et je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ce positionnement-là. Je pense qu'on a le droit d'être expérimenté et bienveillant avec les jeunes ou les autres formats, autres métiers, pas forcément dans le créneau super de l'ergonome parfait, parce que je crois pas qu'il y a d'ergonome parfait.
Et voilà, je pense que ça peut être bien d'arrêter de sabrer les initiatives, même quand c'est pas super bien tourné. On peut essayer de l'expliquer sympathiquement, quoi. Voilà. Une des choses. Merci. Moi, je suis très intéressée par les questions d'expérience et il me semble qu'on peut transposer ou essayer de transposer à nous-mêmes ce qu'on essaye de travailler lorsqu'on travaille avec des opérateurs, entre guillemets, dans les entreprises. Et sur les questions de transmission, on sait que c'est pas seulement unilatéral. C'est-à-dire que, déjà, la notion d'expérience, elle est très, très vague dans le sens où il peut y avoir une diversité d'expériences et qualifier quelqu'un de plus expérimenté face à quelqu'un qui ne le serait pas ou peu, c'est compliqué parce que nous avons tous des expériences variées. Et puis en plus, c'est pas forcément le plus ancien dans le métier qui va transmettre ou donner des savoirs. Il me semble qu'il y a toujours un échange et on a aussi beaucoup à apprendre de l'autre qui arrive de situations diverses, qui a eu des expériences diverses, même si en ergonomie, sa formation est récente. Donc voilà, je voulais dire que les échanges, c'est dans les deux sens. On a à apprendre les uns des autres, de nos expériences diverses. Et ça nous permettrait il me semble que ça nous permet de travailler ce champ du transformable qu'on cherche toujours à évaluer, à considérer et à faire bouger au cours de nos interventions. Peut-être qu'en considérant les expériences variées de ceux qui arrivent dans le métier, ça peut nous aider pour passer d'un champ du transformable à un monde du transformable. Et ce serait le lien avec le thème de ce congrès. Merci. Donc moi je suis jeune ergonome. Avant j'étais ingénieure avec un réseau structuré de manière complètement différente et donc j'ai fait aussi en fait on va dire une chute dans le monde de l'ergonomie mais qui m'a beaucoup plu, donc j'en suis très contente. C'est la 3e année que je viens à la Self et en fait j'entends beaucoup parler de bienveillance et je trouve que c'est assez agréable et que c'est assez, enfin pour moi nouveau du coup parce que c'est pas du tout l'impression que j'avais de la Self en fait avant cette année. Et je trouvais plutôt qu'en fait, en général, en tant que jeune, on n'était pas trop poussé à se positionner ou à parler ou à intervenir pendant les plénières notamment. Donc, je trouve que ça a changé et que c'est chouette. Et ce que je voulais rajouter en fait sur ce côté bienveillance, moi, je me suis posé pas mal de questions en fait quand j'ai commencé la pratique sur justement de quoi j'ai besoin en termes de réseau, de quoi j'ai besoin en termes de structuration professionnelle. Et ce que je recherche, clairement, c'est de la bienveillance. C'est que ça. Après, je trouve qu'elle se matérialise aujourd'hui de plein de manières différentes, donc sous plein de formes de réseaux différentes. Et puis, la diversité, en fait, qui existe, elle est chouette. Et puis que chacun trouve sa place en fonction de ce qui lui correspond. J'ai vraiment l'impression qu'il existe plein de manières, que ce soit des réseaux hyper structurés comme la DECAP, la FIST, etc., des associations un petit peu plus modestes, je dirais, comme l'ETNA qui est en train de se structurer en Nouvelle-Aquitaine aussi, ou alors de ce que j'ai pu entendre aussi à différentes reprises d'ergonomes indépendants qui, eux, me disent je m'entoure, je me suis construit moi-même mon réseau, de pairs auprès de qui je sais qui appeler quand j'en ai besoin, etc. C'est juste un témoignage sur les discussions. Je profite du fait que Annie va parler après. Moi, j'avais mes vieux à moi ici quand je venais au congrès d'ergonomie, parce que je crois que j'ai à peu près raté que 4 congrès d'ergonomie depuis 1994, avant les années 2018. Et en fait, je trouve qu'on était... c'est l'organisation des espaces d'échange. Le congrès est un espace d'échange. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression, quand j'allais voir François Hubot, ou que quand j'allais voir François Danielou, qu'il y avait une distance entre eux et moi. Alors après, on a tous le contact plus ou moins facile, mais je veux dire, c'est une invitation aux jeunes. Vous faites pas chier avec les convenances, quoi. Chopez celui ou celle qui vous convient. Un petit peu quand même. Ça... Et puis venez discuter. Enfin, c'était Jacques Christol qui aux journées de Bordeaux disait mais allez-y quoi, je suis à la maison, si vous avez rien à faire, moi je fais rien de la journée, venez chez moi quoi. Et le congrès c'est ça, mais évidemment il faut que les collaborations s'ouvrent ailleurs et s'il faut qu'il y ait des gens qui viennent squatter chez moi un week-end ou qu'on aille faire du ski ensemble, moi je trouve que c'est aussi des formes
c'est aussi des formes de discussion entre ergonomes que de le faire dans des lieux où on ne parle pas d'ergonomie. Oui, il me semble qu'on a tous besoin de communiquer. D'ailleurs, on a tous été tellement heureux pendant ces 3 jours de communiquer, de pouvoir se parler sans a priori, sans agressivité. Enfin, pas toujours, hein, mais... Moi, ce qui me semble important aujourd'hui avec cette ère de la conversation électronique et virtuelle, où on ne respecte pas toujours dans cette conversation électronique et virtuelle les règles, disons, je dirais de base de la politesse entre nous, du respect de l'autre, mais qui est quand même un moyen extrêmement utile pour faire part de sa détresse, pour faire part de ses questionnements. Il me semble que cette formule comme ça s'est passé dans ce congrès d'atelier où les jeunes peuvent rencontrer les plus expérimentés, où les jeunes peuvent se parler entre eux en face à face, et on a fortement besoin de ce face à face pour se respecter aussi, que cette formule reste quelque part dans l'organisation des congrès et ait une place entière dans les congrès. Que la force soit avec vous. Je profite de prendre la parole, peut-être au nom du conseil d'administration de la SELF. Moi, je suis agréablement, pas surpris, mais en tout cas, je suis content que, effectivement, on puisse, auprès des jeunes, retrouver une forme en tout cas d'allant, de volonté de venir nous rencontrer au travers du congrès. Simplement, effectivement, certains ont évoqué des outils possibles. Je tiens juste à dire qu'on a essayé, avec un peu de difficulté, à mettre en place un forum sur le site de la SELF, et que j'invite des parties prenantes, des volontaires. Si vous souhaitez reprendre la main sur ce forum-là, il est ouvert. On peut le faire évoluer comme vous le souhaitez. Il y a un outil qui est disponible, pas pour faire concurrence à Ergolist, hein, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, puisqu'on réaccueille sous l'égide de la SELF aujourd'hui dans le congrès, mais plus largement, c'est une occasion qui vous est donnée de vous en saisir. Et qui fait un peu la continuité aussi à ce qu'a dit Annie. Il me semble qu'on ne peut pas, en tant que praticien, quel qu'on soit, dire « venez nous voir, ça ira, on discutera ». C'est pas possible parce que dans la réalité, ça n'arrive pas. Pour être aussi enseignant à l'Université de Clermont, et chaque année, nos étudiants vont aux Journées de Bordeaux, des lieux d'échange importants. On a toujours ce retour des étudiants qui disent « je suis frustré, j'ai pas pu parler, etc. etc. » Bon. On a aussi ça entre jeunes praticiens. Et l'expérience qu'on a pu faire là, sur cet atelier Jeunes Pratiques, qui mixait les pratiques, et ce que disait Annie, c'est qu'il y a besoin d'un cadre pour qu'on puisse parler de la pratique. Voilà, on ne peut pas dire que ça va se faire dans un couloir, ça va se faire le soir, ou je ne sais quoi. Si on veut parler de la pratique concrète, des difficultés, des réussites qu'on rencontre, et à partir de là, la développer, on a besoin de ce cadre-là. Voilà, c'est ce que je tenais à dire, parce que si on ne se le dit pas, on ne le reproduira pas forcément, et c'est pas forcément la commission Jeunes Pratiques qui parle là, hein, ça peut être pris à tous les niveaux, mais si on ne se le dit pas, on ne le reproduira pas forcément localement, dans les associations ou dans les congrès futurs qui vont arriver. Voilà, merci. Merci. Sébastien, pardon. Sébastien Olgat, co-gérant du cabinet Convergo à Bordeaux. Par rapport au sujet qui était évoqué tout à l'heure concernant Ergolist, moi j'ai une proposition extrêmement concrète à faire. Est-ce que ce ne serait pas pertinent d'utiliser un support comme Reddit? Je ne sais pas si certains d'entre vous se servent de Reddit. Sur Reddit, il y a plein de sujets de plein d'ordres. C'est un outil qui est extrêmement pratique parce que chaque question, les gens peuvent répondre en commentaire, ça reste en permanence, c'est accessible par des navigateurs Internet sans avoir besoin d'avoir des applis particulières installées. Enfin, ça me paraît être un outil qui est complètement calibré pour peut-être prendre le relais d'Ergolist si on trouve que Ergolist ne répond pas aux besoins aujourd'hui. Voilà. Justement, nos désaccords, ils permettent de faire vivre les questions.
c'est plutôt intéressant de l'attraper aussi comme ça, de se dire qu'on ne vient pas ici que pour être dans un rapport à l'autre de comparaison ou de... C'est compliqué de savoir se positionner, on a besoin de trouver des repères, on a besoin de savoir où est-ce qu'on va. Mais je crois que c'est bien aussi qu'on assume le fait qu'on puisse discuter, échanger, sans forcément être d'accord sur la manière dont on voit les choses. Moi, je ne suis pas complètement choqué sur le fait qu'il y ait des ergonomes qui s'occupent des chaises, parce que personnellement, ça m'ennuie de le faire. Donc je préfère que d'autres le fassent. Donc ça ne me pose pas de souci. Et je trouve ça plutôt intéressant que chacun, à son échelle, contribue à des choses. Donc je crois pas du tout à une lecture élitiste de l'ergonomie. Je pense plutôt à une complémentarité des approches, une complémentarité des choses qui permettent de changer le monde. Avec Thierry, quand on vous a proposé ce congrès-là, honnêtement, maintenant, on peut vous le dire, on a presque fini. On va bientôt faire la conclusion, mais on savait qu'on n'allait pas changer le monde. En tout cas, pas d'un coup. Par contre, je rejoins sur ce que disait Geoffrey tout à l'heure, c'est l'idée d'une expérience vécue qui permet de se dire, bah ouais, mais au-delà de nos différences d'expérience, au-delà de nos différences de pratiques professionnelles, de par nos positionnements, de par les contraintes dans lesquelles on peut être, de par les situations dans lesquelles on peut être, et puis, pardon aussi, mais au-delà de nos propres aptitudes, au-delà de nos propres possibilités, je pense que moi, je continuerai longtemps à être frustré dans les congrès auxquels j'oserais pas prendre la parole parce que j'oserais pas poser une question sur quelque chose qui m'interpelle. Donc je comprends les étudiants qui rentrent à Clermont et qui se disent « Mais ouais, j'ai pas pu dire ça ». En même temps, ouais, des fois, c'est quand même pas facile. Donc continuons à le faire vivre, continuons à discuter ça, quoi. Et c'est tout l'intérêt du travail que vous faites sur la structuration professionnelle. On vous en remercie. Est-ce qu'on... C'est bon pour vous ?